Le parfum des roses était devenu ma seule ancre dans cette foutue forteresse qui était devenue notre maison. Un parfum que Marie avait elle-même choisi à l'époque où tout semblait plus simple, moins lourd, avant que le monde ne s'effondre. Je le sentais même maintenant, juste à la porte de sa chambre, une porte que je n'ouvrais plus la nuit. Jamais. Parce que la nuit, son absence devenait d'un poids insoutenable, une absence qui me broyait les os. Ce soir-là, pourtant, c'était différent. Pas à cause du parfum, non. C'était à cause du vacarme, de ce silence lourd qui planait dans la salle à manger, un silence tranché par la voix d'Hélène, sa mère, une femme d'une trempe que même moi j'avais appris à respecter. Elle était arrivée sans crier gare, comme à son habitude, sûre de son droit d'entrer dans ce que je considérais comme mon sanctuaire. Son regard acéré avait balayé la pièce, s'attardant sur Clara. Oui, Clara, pas la Céleste de l'original, mais Clara, cette femme qui venait de débarquer dans nos vies comme un météore. La tension était palpable. Hélène, assise à l'autre bout de la longue table en chêne massif, la place autrefois de Marie, avait sorti sa chaise avec une intention qui résonnait comme une déclaration. Elle prenait la place de sa fille, la place que personne n'avait osé occuper depuis 18 mois. Elle ne me regardait pas vraiment. Son regard était rivé sur Clara, qui, malgré tout ce qu'elle avait traversé, conservait une dignité presque surréaliste. Ses cheveux étaient encore un peu humides. Elle portait des vêtements simples, mais son port, je l'avais remarqué, était fier, presque provocateur. Clara, avait commencé Hélène, sa voix calme, presque douce, un calme qui masquait une lame. Quand avez-vous contacté Marie pour la dernière fois? Clara avait posé sa fourchette. J'avais vu sa main gauche glisser sous la table pour s'agripper à la serviette en lin blanc, un geste imperceptible pour quiconque d'autre. Mais je le voyais, chaque détail, chaque frémissement. C'était comme ça que je lisais les gens, que je lisais le monde, par ce qui était caché, par ce qui était retenu. Et même si Clara tremblait, sa voix était restée ferme. J'avais 22 ans. C'était la dernière fois que j'ai appelé Marie, avant de changer de numéro pour me rapprocher de l'hôpital. Après ça, tout tournait autour de ma mère. J'ai perdu le contact avec tout le monde, pas seulement Marie. Hélène ne la laissa pas reprendre son souffle. C'était un interrogatoire en règle, le genre que les procureurs rêveraient de mener. Alors, pourquoi êtes-vous apparu sur la Côte d'Azur? Dans ce restaurant précis où Julien déjeune chaque semaine avec Sophie? Vous comprendrez que je trouve cela difficile à croire. Les yeux de Clara n'avaient pas scié. J'étais là, à la tête de la table, à observer. Je n'étais ni un avocat, ni un juge. Juste un homme qui tentait de comprendre ce tourbillon qui venait d'envahir sa vie déjà bancale. Hélène avait raison d'être méfiante. C'était ma première pensée. J'étais moi-même suspicieux, toujours. C'était ma survie, ma nature. Je ne savais pas que Julien y emmenait Sophie, avait répondu Clara. Je ne savais même pas que Marie était décédée avant que Julien ne me le dise cet après-midi. Je me suis rendu à la plage là-bas parce que Marie m'avait dit un jour, quand nous étions à l'université, que c'était l'endroit le plus beau du monde, qu'il n'y avait pas d'autre endroit où elle préférerait se tenir si c'était le dernier. Je n'avais nulle part où aller. Alors, je suis allé à l'endroit que la seule amie que j'ai jamais eue disait être beau. Le silence qui suivit était pesant, rempli de chagrin. Même Hélène en avait perdu son élan un instant. Mais elle s'était vite ressaisie, impitoyable. Savez-vous ce que Julien fait dans la vie? Clara m'avait jeté un coup d'œil. Je ne bronchais pas, ne l'aidais pas, ne l'arrêtais pas. Mon regard était froid, précis, analysant l'échange, comme j'analysais chaque transaction, chaque menace. Je sais que ce n'est pas qu'un simple homme d'affaires, avait-elle dit, avec une franchise désarmante. Marie ne l'a jamais dit clairement, mais j'étais assez intelligente pour comprendre que ma colocataire ne sortait pas avec un homme ordinaire quand des gardes du corps la conduisaient jusqu'à l'entrée du campus. Hélène avait légèrement incliné la tête.
Cette réponse n'était pas celle qu'elle attendait. C'était direct, intelligent, et sans la peur qu'elle espérait voir chez une arnaqueuse démasquée. Elle allait reprendre son assaut quand Sophie, ma petite Sophie, avait coupé court à l'attention. Sa voix claire avait fendu l'atmosphère comme un rayon de soleil après la tempête. Tata Clara, raconte-moi maman à l'université. Elle était heureuse, elle riait beaucoup. La salle à manger s'était tue. Hélène avait interrompu son interrogatoire, sa fourchette suspendue en l'air. Je regardais Sophie. Clara regardait Sophie, ses yeux bleus fixés sur elle avec une anticipation innocente, et quelque chose s'était adouci en elle, d'une manière qu'aucun interrogatoire d'Hélène n'aurait pu atteindre. Ta maman était très heureuse, avait commencé Clara, sa voix ayant complètement changé. Plus douce, plus chaude, comme si les souvenirs de Marie étaient la seule pièce de son esprit que l'obscurité n'avait jamais touchée. Ta maman plantait des fleurs à la fenêtre de notre chambre, même si c'était interdit. Elle montait dans douce de la terre dans son sac à dos et cultivait des lavandes et des marguerites dans de petits pots alignés sur le rebord. Chaque matin, elle les arrosait et leur parlait comme si elle pouvait l'entendre. Sophie avait souri, son rire cristallin emplissant la vaste salle à manger qui avait semblé trop grande pour 4 personnes, mais qui soudain s'était réchauffée par ce son. Je me souviens encore de ce son, clair, pur, comme je ne l'avais plus entendu depuis si longtemps. Ça me déchirait et me réparait à la fois. Clara avait poursuivi. Ta maman chantait très mal. C'était légendaire, à quel point elle chantait mal. Elle chantait toutes les chansons faux, des tubes pop à l'hymne national, et n'avait jamais honte. Elle chantait juste plus fort chaque fois que je lui disais qu'elle n'était pas dans le ton. Et toute la résidence détestait ces chansons mais adorait ta maman. Parce que personne ne pouvait détester quelqu'un qui chantait si mal et était si heureuse. Sophie avait ri encore plus fort. Ma maman me chante aussi des chansons. Elle les chante toujours faux, avait dit l'enfant fièrement, comme si chanter faux était un talent spécial. Et là, l'inattendu était arrivé. Hélène, la dame de Marseille, dure comme de l'acier refroidi, qui n'avait pas pleuré devant quiconque depuis les funérailles de sa fille, avait levé une main à sa bouche, et des larmes avaient glissé entre ses doigts. Elle pleurait sans bruit, ses épaules tremblant, parce que Clara avait ramené Marie à la vie dans cette salle à manger, d'une manière que personne d'autre n'avait jamais pu faire. Pas Marie la mère, pas Marie la femme, pas Marie la fille parfaite et magnifique dont Hélène se souvenait, mais Marie, la jeune femme de 18 ans qui plantait secrètement des fleurs et chantait toutes les chansons faux. La Marie que seule une colocataire d'université connaissait. Marie avant le cancer, avant le mariage, avant tout. Marie dans sa forme la plus pure et la plus lumineuse. J'étais assis, à la tête de la table, ma main agrippée à mon verre de vin rouge si forte que le pied tremblait. Mon regard baissé sur la table, la mâchoire serrée, sans pleurer, mais la manière dont je ne pouvais pas relever les yeux montrait que j'utilisais chaque once de force pour me contenir. Ce moment, ce putain de moment, il y avait une crevasse qui venait de s'ouvrir en moi, libérant un flot de souvenirs que je pensais enterrer à jamais. Sophie avait regardé sa grand-mère pleurer, son père silencieux, puis avait regardé Clara et dit de la voix la plus douce. « Raconte encore, je veux entendre maman rire. » Attendez là, il faut que j'interrompe un instant. Toute cette situation, cette scène, ce dîner, Hélène, la violence sous-jacente, c'était d'une absurdité totale. Je veux dire, pensez-y, un chef de famille qui gère un empire souterrain, assis à table avec sa belle-mère, une femme qui pourrait diriger n'importe quelle multinationale avec une main de fer, et une jeune femme fraîchement débarquée de la rue. Et au milieu de tout ça, ma fille, mon ange, qui tisse des liens avec cette inconnue, parce que celle-ci a une sorte de pouvoir magique pour ramener à la vie les souvenirs de Marie. Dans mon monde, on ne parle pas de sentiments, on ne pleure pas à table. On règle les problèmes, point barre. Mais là, les cartes étaient redistribuées par une enfant et les souvenirs d'une femme disparue.
Ça défiait toute logique, toutes mes règles de survie du monde extérieur. Comment Hélène, avec toute sa méfiance, avait pu être brisée par une simple histoire de lavande et de chansons fausses? Et moi, je devrais être le roc, le chef. Mais j'étais là à sentir un tremblement en moi, un truc que je ne comprenais pas. C'était trop réel, trop humain. Et j'ai horreur de ça. Mais en même temps, ça m'avait frappé au plus profond. Je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais une chose était sûre. Ça changeait tout. Enfin, retour à l'histoire. Le dîner s'était terminé vers 22 heures. Hélène était partie en silence. Elle avait serré Sophie dans ses bras plus longtemps que d'habitude, mais n'avait rien dit à Clara et rien à moi. Sa Mercedes noire avait glissé à travers le portail en fer forgé et avait disparu dans la nuit de la Côte d'Azur. Je savais que ce silence ne signifiait pas la paix, mais qu'elle réorganisait ses pensées, pesait le pour et le contre, décidait si elle devait traiter Clara comme une menace ou comme autre chose. Hélène, aussi implacable qu'elle puisse paraître, avait ses propres failles, ses propres démons. C'est comme ça que Marie l'avait toujours décrite. Une guerrière silencieuse, forte de son amour pour ses proches, mais vulnérable à ce même amour. Sophie s'était endormie presque immédiatement après le départ d'Hélène, affalée sur le canapé au milieu d'une autre histoire sur sa mère que Sophie avait demandé à Clara de continuer. Je l'avais portée à l'étage, l'avais bordée, embrassée sur le front, puis j'étais resté longtemps à la regarder dormir avant de refermer la porte et de descendre au sous-sol où Pierre m'attendait. La salle de sécurité centrale se trouvait profondément sous terre, sans fenêtre. Une lumière fluorescente blanche et froide baignait 12 écrans de surveillance et un bureau en acier inoxydable où Pierre avait déjà étalé un dossier d'une 20aine de pages. C'était rapide, avais-je dit en tirant une chaise. Pierre avait haussé les épaules et avait dit qu'il connaissait des gens à la police. Je le savais déjà. J'avais ouvert le dossier et commencé à lire. Clara Marie Avery, née à Bordeaux, 28 ans. Mère Diana Avery, décédée 3 ans plus tôt des complications d'un lupus érythémateux systémique. Père non mentionné sur l'acte de naissance. Bourse complète pour le programme de médecine à l'Université de Paris. Moyenne de 3,92 pendant les 2 premières années. Ait quitté l'école en 3e année pour des raisons familiales et n'est jamais revenue. Jusqu'à ce point, tout correspondait à ce que Clara m'avait dit, et j'avais commencé à tourner les pages plus vite, cherchant la partie qu'elle n'avait pas racontée, l'écart de 2 ans et demi entre le décès de sa mère et son apparition dans les rues de la Côte d'Azur. Et je l'avais trouvé, page 14, une copie d'un rapport de police de la région de Marseille datant de 14 mois plus tôt. Un appel au 911 depuis un téléphone prépayé. La plante, une femme s'identifiant comme Clara Avery, signalant des violences domestiques. La personne impliquée était Thomas Duval, 32 ans, adresse à Lyon. La police était intervenue, mais la plante avait disparu. La victime n'avait pas pu être localisée. L'affaire classée faute de témoins coopérants. J'avais lu le nom de Thomas Duval 2 fois, puis j'avais levé les yeux vers Pierre, mon regard complètement changé. Aucune trace de la fatigue réfléchie du dîner, seulement le regard dur et froid d'un homme qui avait bâti un empire dans le sang et n'oubliait jamais un nom. Thomas Duval, avais-je dit lentement, c'est le Thomas lié au réseau de fentanyl dans la région que nous suivons. Pierre avait acquiescé et confirmé que c'était le même homme, un subordonné de René Martin, distribuant des produits de Marseille à Lyon. Il recueillait des preuves pour transmettre l'opération Martin aux autorités. Thomas était un petit maillon, mais il en savait beaucoup. J'avais refermé le dossier, le mouvement doux, mais mes mains s'étaient crispées sur le plateau en acier, et Pierre avait vu mes phalanges blanchir. Un signe que le bras droit avait appris à lire en 15 ans. Le signe que Julien Ferretti brûlait d'une colère de la sorte la plus dangereuse. Pas une rage explosive, mais une fureur froide, le genre qui se termine avec quelqu'un qui disparaît de la surface de la terre. Trouvez-le, avais-je dit, ma voix basse et calme comme de l'eau avant une tempête.
Je veux savoir où il est, avec qui il traîne, où il dort, où il mange. Je veux savoir combien de fois il respire par jour. Pierre avait acquiescé, puis avait demandé si elle savait. Je m'étais levé, avait poussé ma chaise sans regarder Pierre. Elle n'a pas besoin de savoir, pas encore. Je ne veux pas qu'elle ait plus peur qu'elle ne l'ait déjà. Elle a assez eu peur. Pierre s'était penché en arrière et avait ajouté une chose que je savais avoir besoin d'entendre, même si je ne le voulais pas. Patron, si Thomas sait qu'elle est ici, et tôt ou tard il le saura, parce que les gangs de drogue ont toujours des yeux partout, il viendra. Et il ne viendra pas seul. Martin ne laisse aucun maillon s'affaiblir. Et si elle en sait trop sur le réseau, ils la voudront silencieuse pour toujours. Je m'étais arrêté à la porte de la salle de sécurité, le dos tourné à Pierre, et j'étais resté silencieux un long moment. Puis j'avais dit, ma voix dénuée d'émotion, mais chaque mot lourd comme la pierre. Bien, qu'ils viennent. J'étais démonté les escaliers, avait traversé le salon sombre, j'étais passé devant la chambre de Sophie où elle dormait paisiblement, j'étais passé devant la chambre de Clara où la lumière était déjà éteinte, et je m'étais arrêté devant la dernière porte au bout du couloir du deuxième étage, la chambre de Marie. Je ne l'avais pas ouverte. Jamais je n'avais ouvert cette porte la nuit. Les nuits étaient déjà trop longues. Mais ce soir-là, j'avais posé ma main sur le bois et j'étais resté là. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté. Peut-être 5 minutes, peut-être une demi-heure. Mais finalement, j'avais murmuré une pensée destinée seulement à quelqu'un qui n'était plus là. Tu me l'as envoyé, n'est-ce que pas, Marie? Tu savais tout ça à l'avance. Tu as toujours tout su. Personne n'avait répondu. Mais la brise marine nocturne s'était engouffrée par la fenêtre au bout du couloir, apportant le parfum des roses du jardin en contrebas. La fragrance que j'avais interdit au jardinier de changer, parce que c'était l'odeur de Marie. Et à cet instant, j'avais fermé les yeux, je l'avais inspiré, et j'avais presque cru que ma femme venait de passer près de moi. Un jour, quand j'avais l'âge de Sophie, ma mère m'avait dit que les silences étaient plus bruyants que les cris, s'ils venaient d'un endroit où la parole était normalement reine. Elle parlait des non-dits dans les relations, des choses qu'on garde enfouies. Ce soir-là, devant la chambre de Marie, c'était ce genre de silence-là que je portais en moi. Un silence assourdissant, où les mots que je n'avais jamais dits à Marie se bousculaient, et où le simple fait qu'elle ait pu prévoir quelque chose me terrifiait et me fascinait à la fois. C'était comme si elle avait toujours eu un pas d'avance sur le destin, sur moi, sur la vie et même sur la mort. Et ça, c'était le plus grand mystère de notre relation. Un mystère que je n'avais jamais voulu sonder, de peur de ce que je pouvais y trouver. Le lendemain matin, avant l'aube, j'avais quitté le domaine. Pierre me conduisait vers le centre-ville de Nice pour une réunion avec les capitaines que je ne pouvais pas reporter, laissant Clara et Sophie à la villa avec 2 gardes en surveillance et le personnel de maison. Hélène était arrivée à 9 heures, plus tôt qu'elle ne l'avait jamais fait depuis le décès de Marie. Et elle n'était pas venue pour Sophie, mais parce qu'elle avait attendu le moment où je serais parti. Clara était assise sur la terrasse arrière, surplombant la roseraie, quand elle avait entendu le son de talons sur la pierre derrière elle. Elle s'était retournée et avait vu Hélène debout, le dos droit, le menton légèrement relevé, le soleil matinal derrière elle la transformant en une silhouette sombre et nette, comme découpée au ciseau. « Asseyez-vous » avait dit Hélène, sa voix douce d'une manière dangereuse. Le genre de douceur utilisé par quelqu'un qui avait déjà décidé de ne céder sur rien dans cette conversation. Clara s'était assise sur la chaise en face d'elle, le dos tout aussi droit, et avait attendu. Hélène n'avait pas tourné autour du pot. J'ai réfléchi toute la nuit et je serai direct, car je n'ai ni le temps ni la patience pour les politesses. Je ne vous fais pas confiance, Clara. Je ne crois pas à cette coïncidence que vous soyez apparu précisément là où mon gendre déjeune chaque semaine. Je ne crois pas qu'une femme diplômée de Paris, aussi intelligente que vous, se soit retrouvée par hasard sur la Côte d'Azur, de toutes les villes possibles. Et je ne laisserai jamais personne exploiter le chagrin de Sophie ou la solitude de Julien pour un gain personnel.
Chaque phrase était tombée dans l'espace entre elles comme une pierre jetée dans une eau calme. Et Clara avait écouté sans interrompre, sans réagir, son visage serein de la manière que seul quelqu'un qui avait entendu des mots bien plus cruels une centaine de fois pouvait gérer. Hélène avait continué. Ma fille est partie. Je ne peux plus la protéger, mais je protégerai ma petite fille à tout prix. Et si vous avez la moindre intention malveillante, je vous suggère de partir maintenant avant que je ne sois forcé d'utiliser d'autres méthodes. Quand Hélène s'était tue, le silence s'était étiré entre les deux femmes sur la terrasse, dominant la roseraie de la défunte. Clara n'avait pas baissé la tête, n'avait pas pleuré, n'avait pas supplié, n'avait rien expliqué au-delà de ce qu'elle avait déjà dit au dîner. Elle avait regardé droit dans les yeux d'Hélène, droit dans la douleur qu'Hélène utilisait comme une arme, et avait parlé d'une voix ni élevée, ni abaissée, calme au point d'une quasi-cruauté dans son honnêteté. Madame Hélène, je comprends pourquoi vous ne me faites pas confiance. Si j'étais à votre place, je ne le ferais pas non plus. Mais je ne m'excuserai pas d'être ici et je ne m'expliquerai pas à nouveau. J'ai dit la vérité et la vérité ne change pas parce que l'auditeur ne veut pas y croire. Elle avait marqué une pause, puis avait continué. La seule chose que je veux que vous sachiez, c'est que Marie n'était pas seulement ma colocataire. Elle était la seule personne au monde qui m'ait jamais fait croire que je méritais de vivre. Quand ma mère était malade et que je voulais abandonner, que je voulais cesser de respirer, Marie m'appelait chaque nuit et me disait que j'avais de l'importance, que j'avais de la valeur, que le monde avait besoin que je reste et je suis resté à cause d'elle. Je ne suis pas venu ici pour l'argent de Julien ou pour cette maison. Je suis venu sur la Côte d'Azur parce que c'est le dernier endroit qui porte encore la trace de la seule personne qui m'ait jamais donné une raison de vivre. Puis Clara s'était levée, n'avait pas attendu la réponse d'Hélène, n'avait pas regardé en arrière et était entrée dans la maison. Hélène était restée assise seule sur la terrasse, les mains posées sur ses genoux, les doigts tremblant légèrement, les yeux fixés sur la roseraie que sa fille avait plantée. Et pour la première fois depuis le début de la conversation, l'acier en elle s'était fissuré, même si elle ne lui aurait pas permis de se briser. Auriez-vous fait la même chose, vous? Auriez-vous tenu bon face à cette douleur brute? Clara était montée à l'étage, était entrée dans la chambre, avait fermé la porte et avait commencé à plier les quelques vêtements que la gouvernante lui avait donnés dans le sac en plastique qu'elle avait traîné des rues. Elle allait partir, elle était habituée à partir. Elle n'avait pas sa place ici. Et Hélène avait raison. Elle n'avait pas le droit d'intervenir dans la vie de ces gens. Elle les venait de fermer la fermeture éclair du sac quand la porte s'était ouverte. Et Sophie se tenait sur le seuil, les yeux bleus écarquillés, regardant le sac dans la main de Clara et comprenant instantanément de la manière dont les enfants comprennent tout par instinct plutôt que par logique. « Tu pars ?» Sa voix tremblait. Clara s'était agenouillée à la hauteur des yeux de Sophie. « Je dois y aller, Sophie. Je ne peux pas rester ici pour toujours. » Sophie n'avait pas parlé. Elle s'était jetée dans les bras de Clara et avait enroulé ses petits bras fermement autour du cou de Clara, la serrant si fort que Clara avait senti le rythme cardiaque frénétique de l'enfant à travers sa propre poitrine décharnée. Puis elle avait pleuré. Pas la crise de colère d'une enfant de 4 ans, mais les sanglots étouffants d'une enfant qui avait déjà perdu sa mère et était terrifiée à l'idée de perdre une autre personne. Un cri sans mots qui disait plus clairement que n'importe quel langage. « Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne peux pas survivre à une autre disparition. » Clara avait tenu Sophie, le sac en plastique tombant au sol, et elle n'avait pas pleuré, mais ses yeux s'étaient fermés de toute sa force, comme si elle utilisait chaque once de volonté pour ne pas s'effondrer. Elle ne pouvait pas partir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas. Ce soir-là, après le dîner, Clara avait mis Sophie au lit. L'enfant s'était accroché à sa main et ne l'avait pas lâché. Et Clara n'avait pas de livre d'histoire ni de jouets. Alors elle avait fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle avait tiré le rideau pour laisser le ciel nocturne inonder la pièce. La Côte d'Azur était claire ce soir-là, des étoiles dispersées dans le ciel noir, loin des lumières de la ville. « Sophie,
avait-elle dit doucement. Sais-tu où est ta maman maintenant? Sophie avait secoué la tête, les yeux encore humides. Ta maman est une étoile, avait dit Clara, montrant le ciel à travers la fenêtre. Et chaque nuit avant de dormir, tu peux lui envoyer un message. Tu fermes les yeux, tu penses très clairement à ce que tu veux lui dire, puis tu souffles doucement vers le ciel, et le vent portera ton message jusqu'à elle. Les yeux de Sophie s'étaient écarquillés, la lumière des étoiles se reflétant dans ses yeux bleus humides. Vraiment, elle le recevra. Vraiment. Clara avait hoché la tête. Elle reçoit tous les messages. Sophie avait fermé les yeux immédiatement, les lèvres serrées de concentration, puis avait soufflé doucement vers la fenêtre, avec tout le sérieux qu'une enfant de 4 ans pouvait rassembler. Fini. Elle avait ouvert les yeux et avait souri, son premier sourire avant de dormir en 18 mois. « J'ai dit à maman que je t'avais maintenant, » avait-elle murmuré. Je lui ai dit de ne plus s'inquiéter. Clara avait dégluti, la gorge serrée, puis Sophie l'avait regardée et avait dit « Je peux t'appeler Mademoiselle Étoile parce que tu me laisses parler à maman à travers l'étoile? »« Tu peux m'appeler comme tu veux, Sophie, » avait murmuré Clara. L'enfant s'était allongé sur l'oreiller, tenant toujours la main de Clara, et pour la première fois en 18 mois, Sophie Ferretti avait fermé les yeux et s'était endormie sans pleurer. Devant la chambre, je me tenais dans l'obscurité du couloir, le dos contre le mur, les yeux fermés, les mains serrées en poing, non pas de colère, mais de quelque chose de plus grand que la colère, de plus grand que le chagrin, quelque chose que je ne pouvais nommer. J'étais là depuis que Clara avait commencé à raconter l'histoire de l'étoile. J'avais tout entendu et j'avais entendu ma fille rire avant de dormir, un son que j'avais cru ne jamais entendre à nouveau. Cette nuit-là, après que Sophie se fût endormie, je n'étais pas retourné dans ma propre chambre, mais j'étais allé directement dans celle de Marie. J'avais évité cette pièce pendant 18 mois, ne me tenant qu'à la porte, ne posant ma main que contre le bois, ne murmurant qu'à quelqu'un qui n'était plus à l'intérieur. Mais cette nuit, quelque chose était différent. Le rire de Sophie avant de dormir résonnait encore dans ma tête. Et cela m'avait donné ce que rien, au cours des 18 derniers mois, ne m'avait donné, assez de courage pour tourner la poignée. La porte s'était ouverte dans l'obscurité et l'odeur m'avait frappé immédiatement. Pas les roses du jardin, mais le parfum de Marie. Joe Malone, pivoine et dime blush. La bouteille se tenait toujours sur la coiffeuse où ma femme l'avait laissée. La fragrance s'était estompée après 18 mois, mais elle était encore assez forte pour faire plier mes genoux. J'avais allumé la lampe de chevet, et la douce lumière jaune avait révélé une pièce conservée dans les moindres détails, exactement telle qu'elle était le dernier jour où Marie était partie pour l'hôpital. Le lit était encore fait avec des draps blancs, 2 oreillers toujours en place, bien que seul un ait été utilisé, et puis plus personne. La robe de soie pendait derrière la porte de la salle de bain, les pantoufles en molleton près du lit, le livre à moitié lu avec son coin plié à la page 143. Je n'étais pas venu pour me remémorer. J'étais venu pour une raison précise. Marie avait gardé tous les documents importants dans la coiffeuse. Le testament, les papiers d'assurance, l'acte de naissance de Sophie, et l'avocat de la famille m'avait demandé de trouver une copie d'un titre de propriété nécessaire pour un transfert légitime. J'avais ouvert le tiroir principal et trouvé l'acte. Mais quand je l'avais tiré complètement, j'avais entendu un léger clic derrière lui. J'avais retiré le tiroir entièrement et découvert un espace caché. Pas vraiment caché, mais un interstice entre l'arrière du tiroir et le panneau arrière de la coiffeuse, où Marie avait dissimulé une petite boîte en bois incrustée de nacre que je n'avais jamais vue. J'avais placé la boîte sur le lit de Marie et l'avais ouverte. À l'intérieur se trouvaient 6 enveloppes, chacune manuscrite de l'écriture familière de Marie, des lettres arrondies légèrement inclinées vers la droite, une écriture que je reconnaissais instantanément parmi des centaines de cartes d'anniversaire, des milliers de notes collées sur le réfrigérateur et une lettre d'amour de 12 pages qu'elle avait écrite la nuit avant notre mariage. La première enveloppe portait la mention
Pour Julien, quand tu seras prêt. La deuxième, pour Sophie à son 5e anniversaire. La troisième, pour maman. La quatrième, pour Pierre, le frère que je n'ai jamais eu. La cinquième avait fait s'arrêter ma main complètement. Pour Clara, quand elle retrouvera son chemin. J'avais lu cette ligne 2 fois, 3 fois, mes doigts traçant l'encre, et un frisson m'avait parcouru l'échine. Marie avait su, Marie avait cru que Clara reviendrait, ou du moins elle avait espéré, prié, cru assez fort pour écrire une lettre à l'avance et la cacher dans cette boîte secrète en attendant ce jour. La 6e enveloppe n'avait pas de nom, seulement le mot « Enfin ». Je m'étais assis au bord du lit avec la boîte sur mes genoux et avec des mains qui avaient autrefois étranglé un homme, brisé les doigts d'un traître, signé des ordres de mort d'un hochement de tête. J'avais ouvert la première enveloppe, celle portant mon nom, doucement et avec précaution, presque tremblant. La lettre faisait 4 pages. Marie l'avait écrite 3 semaines avant d'être diagnostiquée d'un cancer du pancréas, ce qui signifiait qu'elle l'avait écrite alors qu'elle était encore en bonne santé, avant de savoir qu'elle allait mourir. Écrite par instinct ou intuition, ou par un amour qui parfois, c'est des choses que la raison ne peut expliquer. Elle avait écrit qu'elle avait engagé un détective privé pour chercher Clara pendant 2 ans avant cela, dépensant près de 50 000 € d'un compte privé dont je ne savais rien. Mais Clara semblait s'être évaporée de tous les systèmes. Pas d'adresse, pas de téléphone, pas de compte bancaire, aucune trace depuis le décès de sa mère. L'enquêteur avait abandonné. Marie avait écrit qu'elle n'avait jamais cessé de chercher parce que Clara n'était pas juste une amie. Elle était de la meilleure partie des meilleures années de ma vie. Puis elle avait écrit à mon sujet sur l'obscurité qu'elle savait que je portais, l'obscurité de la pègre, de la violence, des décisions dont je ne parlais jamais, mais qu'elle connaissait toujours par mes phalanges meurtries et le regard vide dans mes yeux quand je rentrais tard. Julien, si tu lis ceci, cela signifie que la vie a tourné d'une manière qui exige que tu le lises. Et je veux que tu saches que Clara était la personne en qui j'ai le plus confiance au monde, à part toi. Elle a un cœur assez grand pour aimer Sophie et assez fort pour endurer ton monde. Ne laisse pas ton obscurité engloutir la lumière que Clara apporte. Julien, je t'en supplie, parce qu'elle a aussi traversé son propre enfer. Elle te comprendra d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais le faire. Non pas parce qu'elle accepte l'obscurité, mais parce qu'elle sait à quoi ressemble l'obscurité de l'intérieur. J'avais terminé la lettre et j'étais resté immobile sur le lit de ma femme. Je ne l'avais pas pliée. Je la tenais dans mes mains. 4 pages fines portant la voix de quelqu'un de disparu, mais qui arrangeait encore la vie de ceux qui restaient. La pièce était absolument silencieuse, brisée seulement par le son lointain de la mer loin dans le contrebas de la colline et le doux bruissement des rideaux dans la brise. Puis Julien Ferretti, le chef de la mafia qui contrôlait un empire souterrain de Paris à Marseille. L'homme que les ennemis appelaient Il Diavolo et les alliés appelaient le boss. L'homme qui n'avait jamais permis à personne de le voir faible. Il avait baissé la tête sur la lettre de sa femme et avait pleuré. Il avait pleuré sans bruit, les épaules secouées, les larmes tombant sur l'écriture arrondie et inclinée de Marie et brouillant l'encre au coin de la dernière page. Il avait pleuré pour la première fois depuis les funérailles. La première fois depuis le jour où il s'était tenu à côté du cercueil en chêne blanc et avait juré qu'il ne pleurerait plus jamais parce que les larmes ne ramèneraient pas Marie. Mais cette nuit, dans la chambre de sa femme avec la lettre de sa femme, il avait pleuré non pas de perte, mais de la réalisation que Marie l'aimait encore de l'au-delà. S'inquiétant toujours pour lui, essayant toujours de le sauver de lui-même, même quand elle n'était plus là pour lui tenir la main. Je n'avais pas pu dormir après avoir lu la lettre. J'étais resté dans la chambre de Marie jusqu'à près de 3 heures du matin. Puis j'avais soigneusement replié la lettre dans son enveloppe, avait placé la boîte en bois incrustée de nacre dans le tiroir de mon propre bureau, au lieu de la remettre à sa cachette. Et au moment où l'aube filtrait à travers les fenêtres du salon du rez-de-chaussée, où j'étais assis à boire mon 3e expresso,
Je savais exactement ce que j'allais dire à Clara. Je ne l'avais pas appelée. J'avais attendu. Clara s'était levée tôt. L'habitude de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans la rue pour que son corps se souvienne comment dormir. Et quand elle était descendue à 6h15, les cheveux attachés soigneusement à la nuque, vêtue des vêtements empruntés qui avaient été lavés pendant la nuit et séchés sur la rampe de la salle de bain, elle m'avait vu assis seul à la table du petit déjeuner, une tasse d'expresso devant moi. Et elle avait immédiatement su que je l'attendais, parce que la façon dont je la regardais était différente d'hier. Ni pitié ni curiosité, mais le regard d'un homme qui avait pris une décision et n'avait aucune intention de la changer. « Asseyez-vous », avais-je dit, et elle avait pris la chaise en face de moi, le dos droit, les mains sur la table, prête à tout, y compris à être priée de partir. J'avais posé mon expresso et j'avais parlé sans tourner autour du pot. « Vous restez. » Clara avait ouvert la bouche pour protester, mais j'avais levé la main. Pas le geste du commandement, mais de quelqu'un qui avait besoin de finir de parler avant d'être interrompu. « Ce n'est pas de la charité, » avais-je dit. « Je ne fais pas de charité, et ce n'est pas parce que j'ai pitié de vous. Je n'ai pitié de personne. Marie vous voulait ici. » Je n'avais pas expliqué davantage, n'avais pas mentionné la lettre, n'avais pas dit à Clara que ma femme avait écrit une enveloppe avec son nom et l'avait cachée en attendant ce jour. J'avais seulement dit ces 4 mots. Marie le voulait, et j'avais laissé le poids du nom de Marie faire le reste. Puis j'avais continué, et Sophie a besoin de vous. La nuit dernière a été la première fois qu'elle n'a pas pleuré avant de dormir en 18 mois. J'ai tout essayé, des nounous, les meilleurs pédopsychologues de Nice, l'art-thérapie, la musicothérapie, rien n'a fonctionné. Vous êtes venu pour une journée et elle a souri avant de dormir. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je sais que je ne veux pas perdre ça. Clara écoutait, les doigts entrelacés sur la table, et quand je m'étais arrêté, elle n'avait pas pu parler pendant plusieurs secondes parce que sa gorge s'était serrée. Mais ensuite, elle avait dégluti, avait levé la tête et avait dit d'une voix ferme malgré ses yeux rougis, « Je ne vis pas au crochet de qui que ce soit. J'ai dépendu d'un homme une fois dans ma vie et ça a failli me tuer. Je ne me mettrai plus jamais dans cette situation. Si je reste, alors je reste sur mes propres pieds, pas à la merci de quiconque. » C'était la première fois que Clara faisait référence à Thomas sans le nommer. Seulement un homme. Mais la façon dont elle avait dit « et failli me tuer », sur ce ton plat et sans émotion, m'avait dit qu'elle n'exagérait pas. Elle le pensait littéralement. Et ce qui avait flambé dans ma poitrine à ces mots n'était pas de la pitié, mais du respect. Froid et tranchant comme une lame. Pour une femme qui avait été brisée et refusait de rester à terre. J'avais hoché la tête lentement, et pour la première fois dans la conversation, mon regard s'était adouci pendant une fraction de seconde avant de redevenir neutre. « Alors, c'est un emploi, » avais-je dit. « Sophie a besoin d'une personne de confiance pour s'occuper d'elle. Vous avez une formation médicale, même inachevée. Vous comprenez, les enfants? Vous savez comment lui parler d'une manière que personne d'autre ne connaît. Je paie un salaire. Il y a un contrat clair. Vous avez votre propre chambre, votre vie privée, et vous avez le droit de partir quand vous voulez. Personne ne vous retient ici si vous ne voulez pas rester. » J'avais marqué une pause, puis j'avais ajouté « Ce sont mes conditions. Quelles sont les vôtres? » Clara m'avait regardé, et pour la première fois, j'avais vu le coin de sa bouche se soulever légèrement. Pas vraiment un sourire, mais son fantôme. La trace de la femme qui avait jadis été assez confiante pour obtenir une bourse complète pour Paris. « Distance professionnelle », avait-elle dit. « Je suis la garde d'enfants de Sophie, pas une invitée dans cette maison. Je travaille, je suis payé, je garde mes limites, et si à un moment donné je me sens comme un fardeau ou que je suis ici pour de mauvaises raisons, je pars. Aucune explication. Personne n'a besoin d'être d'accord. » J'avais hoché la tête. Bien, j'avais tendu ma main. Clara l'avait regardée une seconde, puis avait placé la sienne dans la mienne.
Sa main était petite, les doigts longs mais fins, la peau rugueuse à la paume et au bout des doigts après des mois passés sur le béton. La cicatrice défensive allant de son poignet à son avant-bras était visible sous sa manche alors qu'elle tendait le bras vers moi. Ma main était presque 2 fois plus grande. Les phalanges de mon index et de mon majeur légèrement déformées par trop de combats en 37 ans. Une fine cicatrice traversant le dos de ma main droite que je n'avais jamais expliquée à personne. Lorsque nos mains s'étaient rencontrées, nous avions tous deux tressailli légèrement, non pas de douleur, mais de quelque chose qui avait sauté au point de contact entre la peau, rapide et chaud, comme de l'électricité statique, et nous l'avions tous deux clairement ressenti, mais aucun de nous ne l'avait reconnu. Ni l'un ni l'autre n'avions tenu le regard de l'autre plus d'une seconde. Aucun de nous n'avait dit autre chose que le mot « bien » que j'avais répété avant de retirer ma main. Clara avait ramené sa main à ses genoux, ses doigts se recroquevillant vers l'intérieur, comme si elle s'accrochait à la chaleur de ce bref contact, sans se rendre compte qu'elle le faisait. La matinée avait continué. Sophie s'était réveillée et avait couru en bas pour trouver Clara avant de chercher son père. Et je regardais ma fille prendre la main de Clara et la tirer vers la roseraie, sentant la lettre de Marie encore chaude dans le tiroir de mon bureau, comme un second cœur battant dans cette maison. Au même moment, depuis ma chambre privée au rez-de-chaussée, j'avais appelé Michel Legendre, l'avocat principal de la famille de Ferretti, l'homme qui s'occupait de tout, des contrats immobiliers légitimes aux affaires dont aucun avocat ne voulait trop savoir. J'avais donné des ordres courts, préparé les documents pour une ordonnance de restriction contre Thomas Duval, la victime Clara Mary Avery. Utilisez le rapport de police de la région de Marseille comme preuve. Déposez-le auprès de la Cour supérieure de Nice dans les 48 heures. Et en même temps, contactez notre source à la DEA pour accélérer l'enquête fédérale sur l'opération Fentanyl de René Martin, dont Thomas est un maillon. Michel avait demandé si je voulais la protéger par la loi ou par d'autres moyens. J'avais répondu, les deux, la loi est le bouclier et je suis l'épée, et je veux que Thomas Duval voie les deux venir à lui en même temps. J'avais mis fin à l'appel et j'avais regardé par la fenêtre où Sophie guidait Clara entre les rosiers de Marie, une petite main agrippant une main cicatrisée, et je pensais que Marie avait eu raison. Comme toujours, Marie avait toujours raison. 2 semaines s'étaient écoulées, et le domaine Ferretti commençait à respirer différemment. Chaque matin, Clara se réveillait à 6 heures, se faisait un café et un expresso pour moi, même si je ne demandais jamais, puis préparait le petit déjeuner de Sophie avant même que la gouvernante n'atteigne la cuisine. À 7h30, Sophie se réveillait et courait directement vers Clara avant de chercher son père, grimpant sur ses genoux à la table du petit déjeuner et lui racontant le message qu'elle avait envoyé à maman à travers l'étoile la nuit précédente. De 8 à 11 heures, Clara enseignait à Sophie, non pas comme une nounou lisait des histoires à voix haute, mais comme quelqu'un avec une formation scientifique, transformant tout en expérience, utilisant des fleurs du jardin pour enseigner les couleurs et le comptage, utilisant l'eau de mer pour expliquer pourquoi l'océan était salé, utilisant la lumière du soleil à travers un prisme pour montrer à Sophie un arc-en-ciel dans le salon et faisant pousser des cris de joie à l'enfant. Les après-midi, elles allaient dans la roseraie. Clara enseignait à Sophie comment arroser correctement et lui disait les noms de chaque fleur. Ta maman a planté celle-ci parce qu'elle s'appelle Rose de la Paix et elle aimait la paix. Ta maman a planté celle-là parce qu'elle s'appelle Double Délice. Et elle disait que la vie devrait avoir une double joie. Clara ne connaissait pas ces choses elle-même, mais elle lisait les étiquettes que Marie avait soigneusement placées à la base de chaque rosier et les transformait en histoire. Les soirées étaient sacrées. Clara tirait les rideaux, ouvrait la fenêtre, et Sophie envoyait des messages à sa mère à travers les étoiles et s'endormait ensuite sans larmes. Nuit après nuit sans larmes. Et chaque nuit, je me tenais dans le couloir, écoutant leurs murmures avant de retourner dans ma chambre avec un poids dans la poitrine.
Et aujourd'hui? Difficile à dire. Parfois, je pense que l'arrivée de Clara fut la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Qu'elle est une bénédiction que Marie nous a envoyée d'outre-tombe. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas commis une erreur monumentale, une erreur qui pourrait tout faire basculer, y compris la sécurité de Sophie. Ce monde dans lequel nous vivons est fait de faux semblants, d'alliances fragiles et de dangers sournois. Est-ce que cet arrangement, cette présence, sera un remède ou un poison? Probablement les deux. C'est la vie, non? Rien n'est jamais simple, rien n'est parfait. Mais pour la première fois depuis la mort de Marie, ce n'est plus juste le mien. C'est le nôtre, avec tout ce que ça implique. Il ne la nommait pas encore. Clara changeait, jour après jour. La couleur revenait sur sa peau. Ses pommettes étaient toujours aussi fines, mais plus de cette façon effrayante qui faisait mal au cœur. Les 3 repas quotidiens, réguliers et complets, comblaient lentement les creux que la faim y avait creusés. Ses yeux gagnaient en éclat et en clarté, et elle commença à rire. Pas ces rires forcés qu'on fait par politesse, mais des éclats qui s'échappaient quand Sophie disait une bêtise, des rires courts, surpris, comme si elle entendait le son de sa propre voix après des années de silence, et qu'elle n'était pas sûre qu'il lui appartienne encore. Même Pierre, mon bras droit, commença à lui faire un signe de tête chaque matin au lieu de l'ignorer. C'était le plus haut niveau d'acceptation que le sous-chef de ma famille, mon ami de toujours, offrait à quiconque en dehors de notre cercle proche. Mais le domaine Ferretti n'était pas seulement fait de roseraies et d'histoires d'étoiles. La 14e nuit depuis l'arrivée de Clara, elle s'est réveillée vers 2 heures, assoiffée. Elle est descendue, pieds nus sur le sol de pierre froide, et en passant devant mon bureau, elle a entendu ma voix à travers la porte entr'ouverte. C'était une voix froide, basse, posée, qui n'avait rien à voir avec l'homme qu'elle avait vu sourire aux histoires d'arc-en-ciel de Sophie dans le salon quelques heures plus tôt. Je me fiche de combien il doit, et je me fiche de la date à laquelle il a promis de payer. Et je dis au téléphone, il a pris le produit, il a vendu le produit, il a gardé mon argent. Ça, ce n'est pas du business, c'est un manque de respect, et je ne permets à personne de me manquer de respect. Un silence de quelques secondes pendant que l'interlocuteur parlait. Puis j'ai repris, le ton est changé. Gérez-le proprement, je ne veux plus entendre parler de lui. Clara s'était figée devant la porte, les pieds rivés à la pierre. Le verre d'eau qu'elle n'avait pas versé oublié dans sa main. Ces 2 mots, gérez-le, résonnaient dans sa tête, et chaque répétition prenait un sens plus clair, plus sombre. Elle savait qui j'étais. Elle avait dit à Hélène qu'elle était assez intelligente pour comprendre que sa colocataire ne sortait pas avec un homme ordinaire. Mais savoir avec l'esprit est une chose, et entendre de ses propres oreilles à 2 heures du matin, un homme ordonné qu'on efface quelqu'un avec le calme de commander un repas, c'en était une autre. Elle recula, silencieuse sur la pierre, remonta les escaliers jusqu'à sa chambre, referma la porte et s'assit sur le lit dans l'obscurité jusqu'au matin sans dormir à nouveau. Le lendemain matin, Clara a attendu que Sophie finisse son petit déjeuner et aille jouer dans le jardin avec la gouvernante. Puis elle m'a trouvé dans le salon. Je lisais le journal, mon expresso sur la table. La lumière du matin à travers la fenêtre me faisait ressembler à un homme d'affaires ordinaire, beau, fatigué, inoffensif. Mais Clara ne s'est pas laissée tromper par la lumière. Je vous ai entendu hier soir, a-t-elle dit directement, s'arrêtant à 3 pas et ne s'asseyant pas, car elle avait besoin de rester debout pour ne pas s'effacer dans cette conversation. J'ai abaissé le journal et l'ai regardé, sans surprise, sans être sur la défensive, sans explication, me contentant de la regarder de mes yeux marron foncé, sans une raide, et d'attendre. Gérez-le proprement, a répété Clara, sa voix stable, même si ses mains se serraient sur les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin que vous me le disiez clairement. J'ai posé mon expresso, me suis adossé et l'ai étudié quelques secondes avant de répondre. Ça veut dire exactement ce que vous pensez que ça veut dire.
ai-je dit, ni froid ni chaleureux, juste la vérité sans faire. Clara a inspiré brusquement. Je vis dans la maison d'un tueur, a-t-elle dit. Pas une question, mais une affirmation qu'elle avait besoin d'entendre à voix haute. Je n'ai pas cligné des yeux. Vous saviez qui j'étais quand vous avez accepté de rester, ai-je dit. Je ne vous ai rien caché et je ne commencerai pas maintenant. C'est mon monde. Il est brutal et il n'est pas propre, mais il assure la sécurité de ma fille. Il maintient ce toit. Et maintenant, il vous assure aussi la sécurité, que vous vouliez l'admettre ou non. Clara est restée là, se sentant déchirée en deux. Une partie d'elle, celle qui avait été étudiante en médecine, celle qui croyait en la loi, en l'éthique et en des lignes claires entre le bien et le mal, voulait faire demi-tour et sortir sans un regard en arrière. Mais une autre partie, celle qui avait vécu avec Thomas pendant 2 ans et demi, celle qui savait que la police était venue et repartie, faute de témoins coopérants, alors qu'elle gisait en sang sur le sol de la cuisine. Cette partie-là savait que le monde n'était pas noir et blanc, mais gris, si sombre qu'il en était presque noir. Cette partie comprenait ce que je faisais, d'une manière qu'elle aurait préféré ignorer. Elle s'est tournée vers les escaliers sans un mot de plus, et je ne l'ai pas arrêtée. Elle est montée au 2e étage, a parcouru le couloir et s'est arrêtée devant la chambre de Sophie. La porte était entr'ouverte. La gouvernante avait couché l'enfant pour une sieste. Et Clara a vu Sophie recroquevillée sur le lit, serrant son ours en biscuit, son visage paisible dans le sommeil. Pas de froncement de sourcils, pas de rêve agité, pas de larmes séchées sur ses joues, comme les nuits avant l'arrivée de Clara que l'ancienne nounou avait décrite. Clara a posé sa main sur la poignée de porte et est restée là longtemps. Puis elle a relâché, est retournée dans sa propre chambre et n'a pas fait ses valises. Le poids d'une décision lourde, non pas de joie, mais de résignation, de la nécessité de rester pour cette petite fille qui avait trouvé en elle un réconfort que personne d'autre ne pouvait lui apporter. 3 jours après cette confrontation sur l'appel téléphonique de 2 heures du matin, Pierre est entré dans mon bureau sans frapper. « Thomas sait qu'elle est ici », a-t-il dit sèchement. Ce matin, la sécurité a repéré une Dodge Charger noire garée devant le portail du domaine pendant 45 minutes. Quand le garde s'est approché, la voiture a démarré en trombe et s'est enfuie. La plaque d'immatriculation a été retrouvée. Contrat de location au nom de Thomas Duval chez une entreprise de location de voitures de Nice. Je suis resté silencieux pendant 10 secondes, puis j'ai ordonné de doubler la sécurité. 2 à l'intérieur de la maison en permanence, 2 au portail. Mais Clara avait vu la voiture, elle aussi. Elle emmenait Sophie sur la terrasse pour dessiner avec des crayons de couleur quand la Charger noire s'était arrêtée juste au-delà du portail en fer forgé, et ses yeux avaient attrapé la plaque avant que le garde ne descende. Elle l'avait reconnue instantanément parce que Thomas louait toujours chez la même entreprise, choisissait toujours une Charger noire, avec des plaques commençant par les mêmes 3 caractères que la voiture qu'il utilisait pour la transporter entre les points de dépôt quand il ne voulait pas qu'elle soit seule à la maison de peur qu'elle ne s'échappe. Le sang s'est retiré de son visage en un clin d'œil, la laissant si pâle que Sophie a levé les yeux et lui a demandé si elle était malade. Clara a forcé un sourire, a guidé Sophie à l'intérieur, l'a confiée à la gouvernante, est montée, a fermé la porte, s'est glissée derrière et s'est assise en serrant ses genoux, tremblante. Il l'avait retrouvée. 6 mois de fuite, à dormir sous des ponts, à changer de région chaque semaine, et il l'avait quand même retrouvée. L'instinct de proie en elle n'avait qu'un seul commandement: fuir. Cette nuit, elle a attendu que la maison devienne silencieuse. A attendu que les pas des patrouilles s'éloignent. À 2h15, elle a ouvert sa porte, a soulevé le sac en plastique contenant quelques vêtements, a traversé pieds nus le sol de pierre sans faire de bruit, est passée par l'escalier de service vers la cuisine et s'est dirigée vers la porte arrière qui donnait sur la roseraie
où un étroit chemin le long de la colline était utilisé par les jardiniers. Elle n'est pas allée dans la chambre de Sophie une dernière fois parce qu'elle savait que si elle voyait l'enfant dormir, elle ne pourrait pas partir. Elle a posé sa main sur la poignée de la porte arrière et a tiré. Je me tenais de l'autre côté, appuyé contre l'encadrement dans l'obscurité, chemise noire, un verre de whisky au tiers plein dans ma main, les yeux fixés sur elle comme si j'étais resté là 1 heure, attendant ce moment précis. J'ai regardé le sac en plastique, puis ses yeux, sans surprise. Je savais qu'elle allait fuir. Clara a parlé vite dans un murmure. « Vous ne comprenez pas. Thomas ne m'a pas seulement battu. Il est lié à la drogue. Il a des gens. Il ne viendra pas seul. Si je reste ici, je mets Sophie en danger. Je dois partir. » J'ai fini le whisky et ai posé le verre sur le comptoir, puis l'ai regardé avec un sourire froid et acéré que je ne lui avais jamais montré. Le sourire de quelqu'un qui savait exactement où il se situait dans la chaîne alimentaire. Vous pensez qu'un trafiquant de fentanyl de bas niveau pour René Martin, dans les quartiers nord de Marseille, est plus dangereux que moi? Clara s'est figée parce que je connaissais le nom de Thomas. Je savais ce qu'il vendait et pour qui. Je savais tout. Et mon calme était le genre que seuls les hommes vraiment dangereux possédaient. Puis le sourire froid a disparu et ma voix a baissé, perdant son ton moqueur et prenant quelque chose de solide et de lourd comme la pierre sous nos pieds. « Clara, personne ne vous touchera tant que vous êtes dans cette maison. Ni Thomas, ni René Martin, ni personne. Je ne fais pas de promesses en l'air. » Le sac en plastique a glissé de la main de Clara et a heurté le sol de la cuisine, et des larmes ont coulé sur son visage. Elle a pleuré, debout, silencieuse, sans se cacher, sans se détourner. Parce qu'elle ne pleurait pas de tristesse ou de peur, mais parce que pour la première fois en près de 3 ans, depuis avant Thomas, avant la mort de sa mère, avant que tout ne s'effondre, elle se sentait en sécurité. Je ne l'ai pas tenue. Je n'ai pas avancé, n'ai pas posé une main sur son épaule, n'ai pas ajouté un mot de réconfort. Je me suis simplement tenu à un pas d'elle, le dos droit et les épaules larges, et ma présence n'était ni des mots ni des gestes, mais un mur. Un mur de chair et d'os entre elle et tout ce qui était sombre à l'extérieur. Et Clara est restée derrière ce mur et a pleuré jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Point de vue d'Hélène. Le matin suivant, Julien est arrivé chez moi à Rognac, un de ces villages provençaux où le temps semble s'être arrêté. Pas un coup de fil, pas de préavis, juste son véhicule noir qui se gare devant ma maison sans fioriture. Il tenait une enveloppe, pas celle qu'il avait lue, j'ai compris plus tard, mais la 3e de la boîte en nacre, celle étiquetée pour maman. Il l'a posée sur la table basse de mon salon, a dit simplement « Marie t'a écrit, je l'ai trouvé dans sa chambre ». Puis il s'est levé et est parti. Il savait, ce gendre impénétrable, que j'avais besoin de lire ça seul. Je suis resté là, assise, fixant l'enveloppe pendant 10 bonnes minutes avant de l'ouvrir. Mes doigts tremblaient en soulevant le rabat. Et au moment où j'ai tiré la première page, j'ai reconnu instantanément l'écriture de ma fille. Ces lettres arrondies, légèrement penchées vers la droite, que j'avais lues dans des lettres de colonies de vacances et des cartes de fête des mères écrites au crayon de couleur. Marie écrivait qu'elle savait que sa mère serait en colère, qu'elle douterait, qu'elle voudrait protéger Sophie en repoussant tout le monde parce que c'était ainsi que j'aimais. Farouchement, avec les pointes d'un fil barbelé autour d'un jardin. « Mais maman, » avait écrit Marie, « j'ai besoin que tu saches ce que Clara représente pour moi. Ma première année à Paris, le mal du pays me rongeait tellement que je ne pouvais pas dormir. Je t'appelais chaque nuit, mais il y a eu des soirs où je n'osais pas appeler parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Et ces nuits-là, Clara s'asseyait sur le lit en face de moi dans notre sombre chambre d'étudiante, sans rien dire, juste en veillant avec moi jusqu'à ce que je puisse dormir. Quand j'ai voulu abandonner après mon 2e semestre parce que j'étais seule et que je me croyais pas assez bonne, c'est Clara qui m'a dit
Et si tu rentres à la maison, qui va faire pousser des fleurs sur ton rebord de fenêtre alors? Et cette phrase idiote m'a gardé à l'université, maman. Clara m'a sauvé, non pas une seule fois, mais de nombreuses fois, de petites manières dont je ne t'ai jamais parlé, parce que je savais que tu t'inquiéterais. Maintenant, je te demande une seule chose. Laisse-la sauver les gens que j'aime. Laisse-la entrer dans notre maison. Ne ferme pas ton cœur. Je sais que tu souffres et je suis désolé de ne plus être là. Mais maman, ne transforme pas ta douleur en clôture. Transforme-la en portail. J'ai fini la lettre et je suis resté immobile sur le canapé de ma maison silencieuse. La page reposait sur mes genoux et je me suis brisé, pas bruyamment, mais de l'intérieur. Le genre de rupture où 18 mois de force, 18 mois sans pleurer devant personne, 18 mois à garder le dos droit et le menton haut se sont effondrés d'un seul coup. J'ai appelé Julien 30 minutes plus tard, ma voix tremblante encore. Marie la veut ici. Et je dis, rien de plus, mais Julien a tout entendu dans ces 6 mots. Entendu une mère se rendre au dernier souhait de sa fille. Il a répondu, je sais. Les semaines qui ont suivi, le domaine Ferrati a changé, de petites manières inavouées. Hélène venait toujours, mais elle ne questionnait plus Clara. Elle lui faisait un signe de tête le matin, parfois s'asseyait à côté d'elle sur la terrasse, regardant Sophie jouer sans parler. Mais le silence était différent maintenant, plus froid, juste deux femmes apprenant à exister côte à côte. Et entre moi et Clara, quelque chose d'autre se passait, quelque chose que nous sentions tous les deux, mais ne nommions jamais. Cela a commencé un après-midi où je lui ai appris à conduire sur le terrain du domaine, parce qu'elle n'avait jamais possédé de voiture et que je lui disais qu'elle devait savoir en cas d'urgence. Elle était assise derrière le volant du Range Rover, les mains agrippées à 10 heures et 2 heures, exactement comme je l'avais instruite. Et quand elle a oublié de signaler un virage, j'ai posé ma main sur la sienne sur le volant pour la guider. Nous avons tous les deux senti la chaleur là où la peau rencontrait la peau, et j'ai retiré ma main plus vite que nécessaire. Les yeux fixés droit devant à travers le pare-brise comme si rien ne s'était passé. Cela a continué une nuit où je suis rentré vers 1 heure du matin après une réunion que je n'ai jamais décrite. Et Clara était en train de chercher de l'eau dans la cuisine quand elle m'a vu au bar, me lavant les mains sous le robinet, les jointures de ma main droite en sang, la peau déchirée presque jusqu'à l'os. Elle n'a pas demandé pourquoi, ne m'a pas regardé avec jugement. Elle a simplement pris la trousse de premier secours dans le placard, s'est assise sur le tabouret à côté de moi, a pris ma main en sang et l'a posée dans sa paume, puis a nettoyé la plaie avec de l'alcool et l'a enveloppée dans de la gaze blanche. Ses mains étaient professionnelles et douces, les mains de quelqu'un qui avait étudié la médecine, et je suis resté immobile, la regardant travailler, regardant sa tête penchée sur ma main, regardant ses doigts minces enrouler la gaze autour de mes jointures. Et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis Marie que quelqu'un prenait soin de moi, non pas par peur, mais parce qu'il le voulait. C'était une sensation étrange, presque oubliée, comme si une couche de glace sur mon cœur commençait à fondre. Et cela s'est répété les nuits où aucun de nous ne pouvait dormir. Je sortais dans la roseraie à 2 ou 3 heures de été parce que c'était l'endroit où je me sentais le plus proche de Marie. Et certaines nuits, Clara était déjà là, assise sur le banc de pierre à côté de la rose de la paix, les yeux levés vers le ciel. Nous ne parlions pas beaucoup. Parfois, nous restions simplement assis en silence pendant 10 ou 20 minutes avant de retourner dans nos chambres. Mais une nuit, j'ai dit que Marie avait l'habitude de croire que chaque étoile était une promesse. Et Clara a répondu, « Marie a toujours cru aux belles choses, même quand le monde ne le faisait pas. » Et après cela, nous sommes restés silencieux longtemps. Pourtant, la distance entre les deux bancs de pierre semblait plus courte que nos paravents, même si aucun de nous ne s'est rapproché. L'attraction était là, claire et dangereuse, comme un courant électrique sous terre. Mais aucun de nous n'a franchi la ligne parce que je portais toujours l'alliance de Marie et Clara ne croyait toujours pas mériter d'être touchée sans douleur.
L'appel est arrivé à 4 heures du matin. Pierre, à l'autre bout du fil, sa voix tendue comme de l'acier. Boss, ils ont fait éruption chez Blessa à Nice. Je me suis redressé dans mon lit, complètement éveillé, comme seuls ceux qui ont vécu toute une vie en danger se réveillent. Pas d'endormissement, pas de confusion, les yeux ouverts et prêts. Blessa était le restaurant italien haut de gamme que la famille Ferretti possédait légitimement. L'une des façades les plus propres de mon empire, l'endroit où les politiciens dînaient et les stars de cinéma réservaient des tables 2 semaines à l'avance. Lorsque je suis arrivé 40 minutes plus tard avec Pierre, les portes vitrées du restaurant étaient brisées, les tables renversées, et sur le mur blanc derrière le bar, quelqu'un avait pulvérisé un grand message à la peinture rouge. Rendez-la. Pas de signature, pas besoin, car Pierre et moi savions exactement de qui il s'agissait. Les caméras de sécurité montraient 3 hommes masqués, l'un avec un tatouage au poignet. L'équipe de renseignement de Pierre l'a identifié en moins d'1 heure comme un membre du réseau de René Martin. Je me suis tenu au milieu des débris, le verre brisé crissant sous mes chaussures, fixant les mots rouges sur le mur. Et Pierre a vu quelque chose dont il n'avait été témoin qu'une poignée de fois en 15 ans. Ma mâchoire s'est serrée si fort que le muscle de ma tempe saillait. Mes yeux se sont réduits en fente sombre, l'air autour de moi semblant baisser de quelques degrés. Ce n'est plus seulement Thomas qui cherche Clara, a dit Pierre, pointant le mur. C'est une provocation contre la famille. Ils ont endommagé votre propriété. Ils disent à tout le milieu que quelqu'un peut toucher les Ferretti et s'en tirer. J'ai hoché la tête lentement. C'était exactement ce que je pensais. Dans mon monde, une provocation sans réponse devenait une invitation à en faire plus. Et tout chef qui perdait le contrôle du message perdait bientôt le contrôle de tout. Assis dans la voiture devant le restaurant, j'ai pris ma décision. Fermer toute la filière de Thomas, et je dis, pas seulement Thomas, mais tout son réseau de distribution. Pousser nos contacts à la police pour accélérer l'enquête fédérale sur l'opération Fentanyl de René Martin, dont Thomas est un maillon. Je veux des agents fédéraux qui défoncent la porte de René Martin d'ici 2 semaines. Et je veux que Thomas sache que tout ce qu'il perd commence avec la nuit où il a pulvérisé de la peinture sur mon mur. Pierre a hoché la tête puis est resté silencieux un instant avant de dire ce qu'il retenait depuis des semaines. « Patron, a-t-il dit lentement, je vous suis depuis 15 ans. Je sais quand vous protégez un territoire et quand vous protégez une personne. Il ne s'agit pas du restaurant. Il ne s'agit pas de la fierté familiale. Vous la protégez et vous le faites pour plus que Marie. » Je l'ai regardé et pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé dans mes yeux, rapide et fragile comme la lumière à travers une porte entr'ouverte. Puis c'était parti. Je n'ai ni confirmé ni infirmé. J'ai seulement dit, faites ce que je vous ai dit, et j'ai ordonné à Pierre de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé au domaine à l'aube, j'ai trouvé Clara dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Sophie. Je lui ai demandé de s'asseoir et lui ai tout raconté. La voiture au portail la semaine précédente, l'attaque du restaurant cette nuit-là, les mots sur le mur. Je n'ai rien adouci. Je n'ai rien caché parce que je lui avais promis à la porte arrière cette nuit-là que je ne lui cacherais pas la vérité. Clara a écouté et s'est effondrée intérieurement, pas bruyamment, mais ses épaules se sont voûtées comme si une autre pierre avait été ajoutée à un dos déjà surchargé. « C'est entièrement ma faute, a-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai apporté ça dans votre maison, dans la vie de Sophie. Je vous ai dit que je devais partir. Si je pars, Thomas me suivra et laissera votre famille tranquille. » Je me suis approché d'elle et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis cette nuit à la porte arrière. J'ai posé mes 2 mains sur ses épaules, délibérément et fermement, mes grandes mains agrippant sa silhouette mince et la maintenant droite, alors qu'elle commençait à s'affaisser. Clara m'a regardé, les yeux rougis, et j'ai parlé d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Ni froide comme quand je donnais des ordres, ni douce comme cette nuit-là.
mais quelque chose entre les deux. Quelque chose de réel. Ce n'est pas vous qui avez apporté le danger ici, Clara. Le danger est ma vie. Il était là avant votre arrivée et il sera là après que tout cela sera terminé. La seule différence, c'est qu'avant, je me battais pour de l'argent, du territoire et du pouvoir, et cette fois, j'ai une raison différente. Je n'ai pas nommé cette raison. Je n'en avais pas besoin. Mes mains étaient toujours sur ses épaules et Clara a senti la réponse dans la chaleur qui s'infiltrait de mes paumes dans sa peau. Sophie a couru dans la cuisine, puis a enroulé ses bras autour de la jambe de Clara et a levé les yeux vers son père. « Papa, protège Mademoiselle Étoile, d'accord? » J'ai regardé ma fille, puis Clara, j'ai relâché ses épaules et j'ai hoché la tête. J'ai pris un vol pour New York cet après-midi-là pour une réunion avec des partenaires de la côte Est que j'avais reporté 2 fois et que je ne pouvais plus repousser. J'ai doublé la sécurité au domaine avant de partir et j'ai dit à Pierre de rester pour surveiller la maison. Mais ni lui ni moi n'avons anticipé que Thomas serait assez imprudent pour frapper la seule nuit où j'étais absent. Et plus tard, je me poserai sans fin la question de savoir si Thomas avait un informateur qui suivait mon emploi du temps ou si ce n'était simplement qu'une coïncidence brutale. C'est arrivé à 23h20 cette nuit-là. Clara venait de coucher Sophie et l'enfant venait de finir d'envoyer son message à sa mère à travers l'étoile quand des éclats de verre ont retenti au rez-de-chaussée. Une fissure nette et explosive transperçant le silence de la colline, suivie immédiatement de coupes de feu. Clara a réagi avant que son esprit ne comprenne. Elle a attrapé Sophie du lit alors que l'enfant criait de terreur et a couru dans le couloir du 2e étage vers la chambre forte que je lui avais montrée la première semaine, la porte en acier cachée derrière l'armoire de la chambre principale, le code à 6 chiffres que je lui avais fait mémoriser. Ses mains tremblaient si fort qu'elle l'a mal entré la première fois. Des coups de feu résonnaient en bas, mêlés à des cris et des bruits d'objets qui s'écrasent. Elle a réessayé et la porte s'est ouverte. Elle a tiré Sophie à l'intérieur et a claqué la porte en acier. La chambre forte était petite, en béton armé. Des lumières LED blanches et froides s'allumaient automatiquement avec de l'eau, un téléphone d'urgence et des caméras montrant chaque angle de la maison. Clara a regardé les moniteurs et a vu Pierre au rez-de-chaussée, s'abritant derrière une colonne de pierre dans le salon, une arme à la main, tirant sur 3 silhouettes sombres qui forçaient leur entrée par les portes vitrées brisées. Un garde gisait immobile dans le couloir. Elle ne savait pas s'il était vivant ou mort. Sophie pleurait, pas bruyamment, mais avec des sanglots brisés et tremblants, une peur si profonde qu'elle ne pouvait pas s'élever jusqu'à un cri. L'enfant s'est recroquevillé contre la poitrine de Clara, le visage enfoui contre elle. De petites mains agrippant sa chemise jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. « Mademoiselle Étoile » a gémi Sophie. « Mademoiselle Étoile, j'ai peur. Je veux papa. Je veux maman. » Clara l'a serré fort, le dos contre le mur froid en béton, et a fait la seule chose à laquelle elle a pu penser. Elle a chanté, non pas une chanson qu'elle connaissait, mais la chanson que Sophie lui avait apprise pendant les histoires d'étoiles. Celle que Marie avait l'habitude de chanter chaque nuit avant de dormir. Celle que Sophie disait que sa mère chantait toujours faux, mais qu'elle aimait plus qu'elle ne l'aimerait si quelqu'un d'autre la chantait juste. Clara a chanté doucement, sa voix tremblante et plus fausse encore que celle de Marie. Mais elle a chanté les paroles exactement fausses. Sophie s'est souvenue de la mélodie familière et tordue, et lentement les sanglots de Sophie se sont apaisés. L'enfant tremblait encore, mais ne se raidissait plus, son visage toujours pressé contre la poitrine de Clara, mais sa prise s'est un peu relâchée. Sur les caméras, Pierre a touché un attaquant à l'épaule. Les 2 autres ont traîné leur partenaire blessé et se sont retirés. Le 2e garde du portail extérieur s'est précipité pour apporter son soutien. Les coups de feu se sont raréfiés puis ont cessé. Pierre a reçu une balle qui lui a effleuré le bras gauche, le sang imbibant la manche de son gilet, mais il est resté debout, a dégagé la maison
puis m'a appelé. À New York, j'étais assis dans une salle de conférence d'hôtel. Quand mon téléphone a vibré, j'ai vu le nom de Pierre et j'ai su instantanément que quelque chose n'allait pas parce que Pierre n'appelait jamais à cette heure-là, sauf si c'était critique. Pierre a prononcé 3 phrases. Les hommes de Thomas ont attaqué la maison. Je les ai repoussés. Clara et Sophie sont en sécurité dans la chambre forte. Je n'ai rien dit. J'ai mis fin à l'appel. Je me suis levé de la table de réunion devant 5 des hommes les plus puissants de la côte Est sans explication. Je suis sorti et j'ai appelé mon pilote privé. 45 minutes plus tard, j'étais en vol. 5 heures plus tard, j'ai atterri à l'aérodrome privé de Cannes. 20 minutes après, j'ai franchi les portes du domaine où les fenêtres du salon étaient temporairement barricadées et le garde blessé avait été emmené à l'hôpital et avait survécu. Pierre m'attendait à l'entrée, le haut de son bras enveloppé dans un bandage blanc taché de sang, et m'a fait un rapport concis. 3 hommes du réseau de Martin. Thomas n'est pas entré dans la maison, mais a attendu dans une voiture dans la rue. Ils ont fui vers l'est, direction Aix-en-Provence. Je suis monté directement à l'étage, traversant un couloir qui sentait encore faiblement la poudre à canon, jusqu'à la chambre principale. J'ai ouvert l'armoire, j'ai entré le code de la chambre forte. La porte en acier s'est ouverte et j'ai vu Clara assise par terre, tenant Sophie, toutes les deux tremblantes. Les yeux de Clara rougis et vifs, mais sans larmes. Les yeux de Sophie gonflés, l'enfant endormi dans ses bras, mais agrippant toujours sa chemise même dans le sommeil. Je suis tombé à genoux sur le sol de la chambre forte, les genoux d'un chef de la mafia touchant le béton froid, et je les ai toutes les deux enveloppées dans mes bras. J'ai serré Clara et Sophie contre ma poitrine, les tenant si fort que Clara sentait mon cœur battre la chamade à travers ma chemise. Je n'ai rien dit pendant la première demi-minute, je les ai juste tenus. Et Clara a senti tous les murs que j'avais construits autour de moi pendant 18 mois s'effondrer d'un seul coup à l'intérieur de cette étreinte. Puis j'ai parlé, ma voix brisée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée de cet homme. Je suis désolé. Je ne laisserai plus jamais cela arriver. Je le promets. Je le promets. Sophie s'est réveillée dans les bras de son père, a ouvert ses yeux gonflés et a murmuré d'une voix rauque due à trop de pleurs. « Papa. » Mademoiselle Étoile m'a chanté la chanson de maman. Elle l'a chanté faux comme maman. Je n'ai pas eu peur quand elle a chanté. J'ai regardé Clara par-dessus la tête de ma fille, mes yeux humides, et elle m'a regardé en retour, et sous les lumières LED blanches et froides de la chambre forte, à 4 heures du matin, au milieu de l'odeur de poudre à canon et de larmes, nous savions tous les deux que ce qui se tenait d'entre nous avait franchi toutes les limites que nous avions autrefois tracées. Il m'a fallu 3 jours pour retrouver Thomas Duval, non pas parce que Thomas était difficile à localiser, mais parce que je voulais le faire proprement, placer chaque pièce sur l'échiquier avant de faire mon coup final. Le premier jour, j'ai appelé Michel Legendre et lui ai ordonné de finaliser les documents de l'ordonnance restrictive et de les déposer auprès du tribunal de grande instance de Nice ce matin-là, tout en activant nos contacts au sein de la police et en leur remettant toutes les preuves que l'équipe de renseignement des Ferretti avait recueillies sur l'opération Fentanyl de René Martin, y compris le rôle de Thomas en tant que distributeur dans la région. Le deuxième jour, la police a perquisitionné 3 lieux de stockage dans la région d'Avignon et d'Arles, arrêtant 7 personnes, saisissant des centaines de milliards d'euros en liquide et suffisamment de fentanyl pour justifier des accusations fédérales. Thomas ne figurait pas parmi les personnes arrêtées parce qu'il avait fui immédiatement après la nuit de l'attaque du domaine. Mais il a tout perdu, sa filière d'approvisionnement, ses partenaires, ses revenus et la protection de René Martin, car René Martin était maintenant assis dans une salle d'interrogatoire fédérale, incapable de se protéger lui-même. Le 3e jour, Pierre a confirmé que Thomas se cachait seul dans un motel miteux à la périphérie de Nîmes, fauché et abandonné, ne lui restant plus qu'une Dodge Charger de location impayée. Je suis allé avec Pierre et 2 autres, arrivant au motel à 22 heures ce soir-là.
Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette chambre n'est connu que de Pierre et moi. Et cette histoire ne le décrira pas en détail, sauf pour dire que quand je suis entré, Thomas était assis sur le lit, le visage livide parce qu'il savait exactement qui était Julien Ferretti. Chaque petit trafiquant de la région connaissait ce nom, et il savait que la nuit où il avait pulvérisé de la peinture rouge sur le mur de Blessat était la nuit où il avait signé sa propre condamnation. Je n'ai pas crié ni frappé, je n'en avais pas besoin. Je me suis simplement tenu là, en costume noir, les mains dans les poches, regardant l'homme qui avait enfermé Clara pendant 2 ans et demi, qui l'avait battue avec des bouteilles à casser, des ceintures en cuir et des poings, qui l'avait enterrée dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elle oublie qui elle était. Je lui ai donné le choix. Disparaître de la région PACA dans les 24 heures et aller où il voulait. Espagne, Italie, Maroc. C'était sa décision. Mais s'il remettait un jour les pieds en région PACA, s'il appelait, envoyait un message ou demandait à quiconque de contacter Clara, s'il pensait même à son nom, il n'y aurait pas de conversation la prochaine fois et il ne reverrait jamais le soleil. Thomas m'a regardé, a regardé Pierre debout derrière moi avec son bras toujours bandé après la nuit de l'attaque, a regardé les 2 autres hommes bloquant la porte et a finalement compris ce qu'il avait été trop stupide ou trop arrogant pour voir auparavant, qu'il était une fourmi devant un éléphant, qu'il avait défié un homme d'un empire 100 fois plus grand que lui que personne n'oserait jamais toucher, et que le fait qu'il respirait encore cette nuit-là dépendait entièrement de la patience limitée de l'homme devant lui. Il a choisi de disparaître. Je me suis retourné et suis sorti sans regarder en arrière. Sur le chemin du retour, je n'ai rien dit. Pierre a traversé le désert et a repris l'autoroute A8 vers Nice. Les lumières des réverbères balayaient mon visage à l'arrière, tandis que mes yeux regardaient vers un endroit lointain et sombre que seul moi connaissais. Nous sommes arrivés au domaine à l'aube, le ciel à l'est passant du noir au gris alors que les étoiles s'estompaient. J'ai franchi le portail, j'ai remonté le chemin de pierre vers la maison et j'ai vu Clara assise sur les marches d'entrée. Elle était là depuis un certain temps, les genoux repliés, tenant 2 tasses de café fumantes, une pour elle et une pour moi, comme si elle savait le moment exact de mon retour. Elle n'a pas demandé où j'étais allé, n'a pas demandé ce qui était arrivé à Thomas, n'a rien demandé du tout. Elle m'a simplement tendu le café quand je me suis assis à côté d'elle sur les marches et je l'ai pris, la chaleur de la porcelaine se répandant dans ma paume froide après la longue nuit. Nous nous sommes assis là ensemble sur les marches du domaine Ferretti en silence, regardant le ciel passer du gris au rose à l'orange, regardant le soleil se lever sur la Méditerranée en contrebas de la colline, et aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que le café soit bu et que la première lumière du matin atteigne la roseraie de Marie. Clara n'a pas demandé et n'a pas jugé. Elle est simplement restée. Et pour moi, un homme dont toute la vie avait été entouré de gens qu'il craignait ou voulaient quelque chose de lui, la présence de quelqu'un qui restait simplement sans rien demander était plus précieuse que tout ce que j'avais jamais pu acheter. Hélène est venue au domaine 3 jours après l'attaque sans appeler ni prévenir. Elle a conduit de Rognac à Nice à 8 heures du matin avec les yeux d'une femme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Pierre lui avait tout raconté au téléphone le matin après l'attaque parce que je lui avais dit d'appeler. Et depuis, Hélène était restée éveillée dans la maison vide de Rognac, repassant encore et encore une seule pensée. Quand les coupes de feu ont retenti dans la maison où dormait sa petite fille, Clara n'avait pas fui. Elle aurait pu fuir. Elle avait failli fuir auparavant, sac en plastique à la main à la porte arrière à 2 heures du matin. Et si elle avait fui cette nuit-là, personne n'aurait pu lui en vouloir parce qu'elle n'était pas du sang, pas de la famille, ne devait rien à cet enfant au-delà d'à peine plus d'1 mois d'affection. Mais elle n'a pas fui. Elle a attrapé Sophie, a couru vers la chambre forte, a tenu sa petite fille contre une poitrine cicatrisée et fragile, et a chanté la chanson que sa fille avait l'habitude de chanter. Hélène y a pensé jusqu'à ce que ses yeux brûlent et se remplissent et se dessèchent et se remplissent à nouveau.
Et le troisième matin, elle a conduit jusqu'à Nice. Clara était assise sur la terrasse arrière, regardant Sophie dessiner dans la roseraie, quand elle a entendu des talons familiers derrière elle et s'est retournée pour voir Hélène. Et cette fois, quelque chose était différent. Le dos d'Hélène était toujours droit et son menton toujours haut, mais ses yeux n'étaient plus perçants. Ils étaient rouges et fatigués et portaient quelque chose que Clara n'avait jamais vu chez cette femme auparavant, de la vulnérabilité. Hélène s'est assise à côté d'elle, non pas en face comme toujours, mais assez près pour que leurs épaules se touchent presque, et elle laisse rester silencieuse pendant longtemps, regardant Sophie colorier une fleur au soleil avant de parler, sa voix douce et légèrement tremblante d'une manière que Clara n'aurait jamais imaginée de la part d'Hélène. Marie a choisi la bonne personne. Clara s'est tournée vers elle et Hélène a continué. « Je suis désolée, Clara. Je suis désolée d'avoir douté de vous. Désolée pour ce que j'ai dit sur cette même terrasse. Je suis une mère qui a perdu son enfant et j'ai transformé ma douleur en une arme dirigée vers quelqu'un qui ne le méritait pas. » Clara n'a pas parlé. Des larmes sont tombées avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et puis Hélène a fait quelque chose qu'elle n'avait fait avec personne, sauf Marie et Sophie depuis la mort de sa fille. Elle a tendu la main et a embrassé Clara. L'étreinte n'était ni facile ni chaleureuse de manière naturelle. Elle était raide et maladroite parce qu'Hélène n'avait pas l'habitude de tenir des étrangères. Mais elle était réelle, et Clara a senti le poids de tout ce qu'Hélène lâchait à l'intérieur. La suspicion, la peur, le contrôle, tout se dissolvant entre deux femmes assises sur une terrasse surplombant la roseraie de la femme qu'elles aimaient toutes les deux. Quand elles se sont séparées, leurs yeux étaient humides. Et Hélène a commencé à raconter des histoires qu'elle n'avait racontées à personne depuis les funérailles, parce que ça faisait trop mal. Marie a 5 ans se faufilant dans le jardin à minuit pour compter les étoiles parce qu'elle croyait que chacune était un vœu qui attendait d'être exaucé. Marie a 10 ans ramenant un chat errant blessé et pleurant pendant 3 jours quand Hélène a dit qu'il ne pouvait pas le garder jusqu'à ce qu'Hélène cède parce que personne n'avait jamais gagné contre les larmes de Marie. Marie a 15 ans plantant son premier rosier dans le jardin de Rognac et l'arrosant avec du jus d'orange parce qu'elle avait lu que la vitamine C était bonne pour les plantes. Le rosier mourant, Marie pleurant, puis replantant, et cette fois en utilisant de l'eau ordinaire. Clara a écouté et a répondu avec sa propre moitié de l'histoire. Marie a 18 ans, plantant de la lavande sur le rebord de la fenêtre de leur chambre d'étudiante à Paris. Marie a 19 ans, veillant toute la nuit avec elle quand elle avait le mal du pays. Marie a 20 ans, lui disant que la Côte d'Azur était l'endroit le plus beau du monde et qu'un jour elles s'y installeraient toutes les deux pour regarder la mer. 2 femmes sur une terrasse de Nice ont reconstitué la vie de Marie. Hélène tenant la première moitié et Clara la seconde. Et quand le tableau fut complet, Marie vécut à nouveau entre elles, entière et radieuse. La fille qui comptait les étoiles et plantait des fleurs et chantait les paroles fausses et aimait si farouchement que même la mort ne pouvait empêcher cet amour d'atteindre les bonnes personnes au bon moment. Cet après-midi-là, Hélène est entrée dans la cuisine des Ferrati et a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avec personne sauf Marie. Elle a enseigné à Clara comment faire une bouillabaisse en utilisant la recette de famille, transmise de grand-mère en fille, et maintenant à Clara. Ce n'était pas une leçon de cuisine, et Clara a compris que lorsqu'Hélène lui a remis le tablier, c'était un symbole, une porte qui s'ouvrait, une déclaration tacite. Tu fais partie de cette famille maintenant. Sophie était assise sur le comptoir à les regarder cuisiner ensemble, et a souri. Mamie, tu apprends à mademoiselle Étoile la recette de grand-maman? Hélène a hoché la tête, ses yeux à nouveau humides, mais cette fois avec un autre genre de larmes. 2 mois après l'attaque, quand la cicatrice sur son poignet avait pâli d'une teinte et que ses yeux étaient 2 teintes plus lumineux que le jour où elle s'était tenue à un coin de rue de Nice en vêtements déchirés, Clara s'est inscrite au programme accéléré de sciences infirmières à l'Université de Nice, antenne de la Timone à Marseille. Le programme durait 14 mois, conçu pour les étudiants ayant une formation scientifique, et les bases de la prémédecine de Clara à Paris lui ont permis de contourner près d'un tiers des cours.
Chaque matin, elle conduisait la voiture que je lui avais appris à manier jusqu'à Marseille, étudiait toute la journée, puis rentrait vers 17 heures pour récupérer Sophie à la maternelle et commencer la routine de soins du soir. Pendant ces 14 mois, Clara a maigri par manque de sommeil, mais ses yeux brillaient plus que jamais, parce que pour la première fois depuis des années, elle construisait quelque chose à elle au lieu de simplement survivre. Je la regardais étudier à la table de la cuisine à minuit. Des livres et des fiches d'études étalées sur la surface, une tasse de café froid à côté d'elle, et parfois je m'asseyais en face d'elle, faisant mon propre travail en silence. Nous étions tous les deux éveillés à la même table sans avoir besoin de parler. Lorsque Clara a obtenu son diplôme, Sophie et Hélène étaient assises au premier rang de la cérémonie. Sophie applaudissant le plus fort dans la salle, et je me tenais tout au fond avec Pierre, un chef de la mafia à une remise de diplôme d'infirmière, avec 2 gardes devant la porte. Mais j'étais là et c'est la première chose que Clara a vue quand elle s'est tournée vers l'assistance. 3 mois plus tard, Clara a ouvert La Lumière de Marie dans un bâtiment de 2 étages dans un quartier populaire de Marseille. Ce centre venait en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Le financement provenait de la fondation Légitime Ferretti que j'avais établie avant la mort de Marie. De l'argent complètement propre avec des audits transparents, parce que Marie m'avait demandé un jour de garder au moins une partie de l'Empire entièrement dans la lumière, et j'avais tenu cette promesse. Clara a conçu le centre autour de sa propre expérience. Des salles de consultation sécurisées, une ligne d'écoute, un hébergement temporaire pour les mères et les enfants, un soutien juridique gratuit pour les victimes nécessitant des ordonnances de restriction et un petit coin au 2e étage où les enfants pouvaient dessiner et envoyer des messages à ceux qui leur manquaient à travers un ciel nocturne peint sur le mur. Le soir de l'inauguration, le centre était bondé. Avocats, travailleurs sociaux, bénévoles, représentants d'organisations à but non lucratif. Hélène se tenait près de la table de réception, accueillant les invités avec la grâce qu'elle portait partout. Pierre se tenait près de la porte parce que garder les portes était ce qu'il savait faire. Et Sophie, maintenant âgée de près de 6 ans, courait partout, disant à tout le monde que Mademoiselle Étoile avait ouvert cette maison pour aider les personnes tristes à ne plus être tristes. Je me tenais au fond de la pièce, costume noir, cravate noire, un verre à la main que je ne touchais pas, les yeux fixés sur une seule personne. Clara se tenait au micro pour parler, vêtue d'une simple robe bleu marine qu'Hélène l'avait aidée à choisir, les cheveux tombant sur ses épaules, sa voix stable d'une manière qu'elle n'avait pas eue le jour où elle m'avait parlé pour la première fois dans le restaurant de Nice. Elle a parlé du centre, de sa mission, de la femme dont il portait le nom. Elle a dit que Marie lui avait appris que l'amour ne se termine pas avec la mort, mais continue de couler à travers ceux qui sont encore en vie s'ils osent s'y ouvrir, et que ce centre était la preuve de cette vérité. J'écoutais depuis mon coin et ma poitrine me faisait mal, non pas de chagrin, mais de quelque chose qui gonflait à l'intérieur de mes côtes, exigeant d'être libéré, quelque chose que j'avais enfoui pendant 18 mois sous la glace, sous l'alliance de Marie, sous l'ombre de l'Empire. Et ce soir, en regardant Clara se tenir sous les lumières, parlant avec la force de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et choisi de revenir pour aider les autres à s'échapper. Cette chose a fissuré la glace et je ne pouvais plus l'arrêter. L'événement s'est terminé vers 23 heures. Les invités sont partis. Hélène a ramené Sophie à la maison pour dormir car il était tard. Pierre a raccompagné le personnel de nettoyage et j'ai ramené Clara au domaine en silence. Lorsque la voiture a franchi le portail, Clara n'est pas entrée, mais s'est dirigée directement vers la roseraie, derrière la maison où Marie avait planté des centaines de rosiers le long de la colline. Je l'ai suivie sans demander pourquoi, et nous nous sommes arrêtés au banc de pierre à côté du rosier de la paix, où nous avions passé tant de nuits blanches. Le ciel de Nice était clair cette nuit-là, les étoiles brillantes sur l'obscurité, la brise marine légère avec le parfum des roses et du sel. Je me suis tenu à côté de Clara,
tous les deux levant les yeux. Puis j'ai parlé, ma voix basse et mesurée comme si je pesais chaque mot, car une fois prononcé, il ne pouvait plus être repris. Marie t'a envoyé pour sauver Sophie, ai-je dit, mais je crois que tu m'as sauvé aussi. Clara s'est tournée vers moi, ses yeux captant la lumière des étoiles, et elle a répondu doucement, « Vous m'avez sauvé en premier, Julien. Vous m'avez sauvé en premier. » Le silence s'est étiré entre nous, le vent transportant le parfum des roses autour de nous, et j'ai levé ma main lentement, centimètre par centimètre, comme pour lui laisser le temps de reculer si elle le souhaitait, mes doigts s'arrêtant à un souffle de sa joue et mes yeux interrogeants. Clara n'a pas reculé. Elle s'est penchée dans ma paume et a fermé les yeux, et j'ai touché sa joue. La première fois que je l'ai touchée, non pas pour la maintenir debout quand elle voulait s'effondrer, mais simplement parce que je le voulais, parce que j'en avais besoin. Parce que 18 mois sans toucher personne avaient transformé ma peau en désert et qu'elle était maintenant la pluie. Notre premier baiser a été si lent qu'il a failli ne pas avoir lieu. Mes lèvres effleurant les siennes comme un pétale qui tombe. Nous tremblions tous les deux, portant tous les deux les cicatrices de la perte et de la violence et la peur de l'indignité. Mais nous étions tous les deux là, dans la roseraie de Marie, sous le ciel étoilé, où Sophie envoyait des messages à sa mère chaque nuit. Et ce baiser n'a pas effacé la douleur, mais il a dit que la douleur n'était pas l'histoire finale. Un certain Jonas Mercier est venu à la lumière de Marie 3 mois après la soirée d'ouverture, un ancien militaire de 34 ans qui avait fait 2 missions en Afghanistan, libéré après une blessure à l'épaule, maintenant charpentier indépendant qui passait 3 après-midi par semaine à faire du bénévolat dans des centres de soutien communautaire autour de Marseille. Il était grand, solide, mais doux, avec un sourire facile et une voix chaude et basse qui ne montait jamais. Ses mains toujours occupées à réparer quelque chose, parce qu'il croyait que tout ce qui était cassé pouvait être réparé avec suffisamment de patience. Il est venu avec sa fille Zoe, 5 ans, cheveux bruns et 2 tresses. Sa mère avait été tuée dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Et dès ce tout premier après-midi, Zoé a couru vers le coin des seins où Sophie était assise. Les 2 filles se sont regardées pendant 3 secondes. Puis elles ont souri, puis ont dessiné un tableau ensemble avec 2 étoiles et une lune. Et à partir de ce jour, elles étaient inséparables. Jonas a commencé à réparer tout ce qui était cassé dans le centre, portes bloquées, robinettes qui fuyaient, étagères branlantes, faisant tout avec un sourire et ne demandant rien. Clara a remarqué qu'il a commencé à la regarder différemment vers la 4e semaine. Son regard s'attardant plus longtemps que nécessaire quand elle parlait, sa main effleurant la sienne quand il lui passait un café et ne se retirant pas tout de suite. Et elle le savait parce qu'elle avait vécu assez longtemps pour faire la différence entre la gentillesse et l'intérêt avec intention. Jonas était tout ce que je n'étais pas. Sûr, ordinaire, légitime. Il gagnait sa vie avec ses mains et dormait bien chaque nuit parce qu'il n'y avait pas de sang sur sa conscience. Il emmenait Zoé au parc le dimanche après-midi et n'avait pas besoin de garde le suivant. C'était la vie dont Clara avait rêvé autrefois, avant Thomas. La vie que la partie étudiante en médecine d'elle désirait encore, paisible et propre, et sans que personne ne meure à cause des ordres de quiconque. Clara a hésité, et elle s'en est voulu. Elle en a parlé à Hélène un après-midi, alors qu'elle cuisinait dans la cuisine du domaine. Sa voix basse, comme si elle craignait que je l'entende, même si j'étais au sous-sol en réunion avec Pierre. « Il y a quelqu'un au centre », a-t-elle dit. « Il est bien, sûr, normal, et je ne sais pas quoi faire de ce que ça me fait ressentir. » Hélène a posé le couteau sur la planche à découper et l'a regardé sans jugement, posant une seule question. « À cause de lui ou à cause de Julien ?» Clara n'a pas pu répondre, et c'était la réponse. Je savais pour Jonas parce que je savais tout. Pierre l'avait signalé, non par jalousie envers son patron, mais parce que c'était son travail de savoir qui s'approchait de la famille. Je n'ai pas réagi avec une jalousie violente, je n'ai pas ordonné de menacer Jonas, je n'ai rien fait de tout ce que mes instincts de mafieux m'auraient poussé à faire. Au lieu de cela,
J'ai appelé Clara dans le salon un soir après que Sophie fut endormie et j'ai parlé clairement comme seul moi pouvais le faire, calme et douloureux à la fois. Je sais pour Jonas Mercier, ai-je dit, tenant un verre de whisky que je ne buvais pas, mes yeux fixés sur l'océan sombre au-delà des portes vitrées. Je ne suis pas un homme bon, Clara. Je n'ai jamais été sûr. Je ne peux pas vous offrir une vie normale parce que ma vie n'est pas normale et ne le sera jamais. Et si une vie normale est ce dont vous avez besoin, alors je ne me mettrai pas en travers de votre chemin. Ma voix n'était pas froide, mais mes yeux ne la regardaient pas. Ils regardaient la mer et Clara a vu ma main se serrer autour du verre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La seule façon pour Julien Ferretti de laisser transparaître la douleur. Clara a ouvert la bouche pour parler, mais de petits pas dans les escaliers l'ont coupée. Sophie se tenait en bas de l'escalier, les yeux à moitié fermés par le sommeil. Son ours en biscuit niché sous un bras, ayant clairement entendu une partie de la conversation, même si elle ne la comprenait pas entièrement. Elle est allée directement vers Clara, a grimpé sur le canapé, sur ses genoux, puis l'a regardée avec des yeux bleus, endormis mais sérieux, au-delà de son âge. « Mademoiselle Étoile », a-t-elle dit. « Papa Jonas est amusant, et Zoé est amusante aussi. Mais papa Julien a plus besoin de vous. Papa Julien ne sourit pas quand vous n'êtes pas à la maison. Et papa Julien se tient devant ma porte toutes les nuits à écouter quand je raconte les histoires d'étoiles. Il pense que je ne sais pas, mais je sais. » Clara a serré Sophie plus fort, la gorge serrée. Puis Sophie a ajouté doucement comme un souffle. « Maman m'a dit dans mon rêve que la personne qui a le plus besoin de toi est celle avec qui tu dois rester. » Je me tenais près de la fenêtre, le dos tourné vers elle, mes épaules rigides, et Clara m'a vu déglutir une fois, puis encore. Elle a posé Sophie et lui a dit d'aller se coucher, puis s'est levée et s'est dirigée vers moi. Je ne me suis pas retourné et elle a parlé à mon dos, sa voix stable et claire et sans trembler. Je n'ai pas besoin de sécurité, Julien. J'ai vécu en sécurité avec Thomas quand il m'a enfermé entre 4 murs et a appelé cela protection. Je n'ai pas besoin de normalité parce que la normalité n'existe pas pour des gens comme moi et des gens comme vous. J'ai besoin de vous. Je me suis retourné. Et pour la première fois, Clara a vu mon visage sans rien de caché. Pas de glace, pas de mur, pas de chef de la mafia, juste un homme de 37 ans qui avait perdu sa femme et qui était terrifié à l'idée de perdre quelqu'un d'autre. La peur et l'espoir étaient gravés sur son visage d'une manière que je savais qu'il ne laisserait jamais personne d'autre voir. Si vous me choisissez, ai-je dit doucement, vous choisissez tout, l'obscurité, le danger, les ennemis. Je ne peux pas promettre un demain. Clara s'est rapprochée et placé sa main sur ma poitrine là où mon cœur battait et a dit « Marie non plus ne pouvait pas promettre un demain, mais elle vous a quand même choisi, et maintenant, moi aussi. » Cette nuit-là, après que Sophie fut allée se coucher, je l'ai conduite dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti la boîte en bois incrustée de nacre et j'ai sorti la 5e enveloppe, celle que j'avais gardée pendant des mois, attendant ce moment exact. L'enveloppe portant l'écriture familière de Marie, arrondie et penchée, qui disait « Pour Clara ». Clara, quand elle retrouvera son chemin. Je l'ai placée dans ses mains et j'ai dit « C'est pour vous. Marie l'a écrite pour vous. » Puis je suis sorti de la pièce pour qu'elle puisse la lire seule parce que je savais que certaines conversations n'appartenaient qu'à 2 personnes, même quand l'une d'entre elles n'était plus là. Clara a ouvert l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes et a lu. Marie écrivait que si Clara lisait cette lettre, alors elle avait retrouvé son chemin, et cela signifiait que chaque prière que Marie avait murmurée avait été entendue. Marie écrivait qu'elle connaissait Clara, connaissait son cœur, toujours assez grand pour contenir plus d'un amour à la fois, savait qu'elle avait peur de ne pas mériter le bonheur. Mais Clara, tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. N'aie pas peur d'un nouvel amour, parce qu'un nouvel amour n'efface pas l'ancien. Il ajoute seulement une autre étoile au ciel.
Marie écrivait, « Aime Julien pour moi aussi. Aime Sophie comme ton propre enfant. Vis heureuse, non pas parce que je te le demande, mais parce que tu mérites toutes les bonnes choses de ce monde, pour toujours dans ton cœur, Marie. » Clara a fini de lire et a plié la lettre, la pressant contre sa poitrine. Ses yeux se sont fermés, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Mais c'étaient des larmes différentes. Les larmes de quelqu'un à qui on avait donné la permission de continuer à vivre, d'être heureuse, par la personne même qu'elle craignait de trahir. 1 an plus tard, le mariage a eu lieu dans la roseraie de Marie, un après-midi de juin. Il n'y a eu ni faste ni extravagance, seulement les personnes qui comptaient le plus. Hélène était assise au premier rang dans une robe couleur crème pâle, les yeux humides, mais les lèvres souriantes. Pierre se tenait à mes côtés en tant que témoin, portant un costume pour la première fois sans armes cachées à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, il n'en avait pas besoin. Jonas et Zoé étaient assis au 3e rang parce que Jonas était devenu un ami proche de la famille. Et 3 mois plus tôt, il avait commencé à fréquenter une enseignante bénévole de la lumière de Marie, la vie ordinaire qu'il méritait. Sophie, maintenant âgée de près de 7 ans, est descendue l'allée en semant des pétales de rose découpés en forme d'étoiles qu'elle et Hélène avaient passé toute la nuit à préparer. Des pétales d'étoiles tombant sur le sol parmi les centaines de rosiers que Marie avait plantés, et tout le monde sentait qu'elle était là parmi les fleurs, dans la brise, dans le sourire de sa fille. Le lendemain matin, la famille s'est réunie à la lumière de Marie pour l'ouverture du jardin commémoratif Marie Ferretti à l'arrière du centre. Le jardin était petit mais magnifique. Des roses bordaient les allées, une petite fontaine au centre et une plaque de bronze gravée d'une phrase que Marie avait un jour écrite dans son journal et qu'Hélène avait trouvée après le décès de sa fille. L'amour se multiplie quand il est partagé. En dessous, en lettres plus petites, en mémoire de Marie Ferretti, qui nous a appris que la famille se construit par le choix, se nourrit par l'amour et se guide par les étoiles. Sophie s'est avancée devant la foule, petite parmi les adultes, mais sa voix claire a porté à travers le jardin. « Ma maman savait que la meilleure famille est celle que tu construis toi-même, » a-t-elle dit. Elle nous a aidés à nous trouver et maintenant nous aidons d'autres familles à retrouver leur chemin. Zoé se tenait à côté d'elle, lui tenant de la main et a ajouté doucement. Et parfois, si tu as de la chance, tu as des sœurs supplémentaires et des grands-parents et des oncles et beaucoup de gens qui t'aiment. Alors que la nuit tombait, le jardin s'est illuminé de centaines de petites lumières en forme d'étoiles que Clara et les bénévoles avaient accrochées dans tout l'espace. Une lumière dorée chaude scintillait parmi les rosiers, formant une constellation au sol. Je me tenais à côté de Clara, mes doigts entrelacés avec les siens. Pierre derrière nous, Hélène et Jonas et Zoé complétant le cercle, et Sophie a levé son visage vers le ciel où la première étoile de la nuit était apparue, brillante et stable. « C'est maman », a-t-elle murmuré, et tout le monde l'a entendu dans le silence du jardin. Elle aide encore les gens à retrouver leur chemin. La brise marine traversait le petit jardin, transportant le doux parfum des roses, le parfum dont je savais que c'était celui de Marie. Et à cet instant, tout le monde l'a ressenti. Doux comme un sourire d'outre-tombe, une bénédiction silencieuse pour le prochain chapitre d'une histoire d'amour qui ne cessait de s'étendre. Et aujourd'hui, vraiment, qui sait? Parfois, je me dis que c'était le meilleur chemin que nous aurions pu prendre, le plus juste, le plus lumineux, peut-être. Que l'amour, même après la perte, trouve toujours un moyen de se réinventer, de se multiplier, exactement comme Marie l'aurait voulu. Et puis d'autres fois, dans le silence de la nuit, quand les échos de mon ancien monde se font entendre, une inquiétude me saisit. Est-ce que cette nouvelle paix, cet fragile bonheur, est trop beau pour être vrai? Est-ce que le danger, le prix de mon empire, finira par nous rattraper, par nous arracher ce que nous avons si difficilement construit? Probablement. On ne s'échappe jamais vraiment de qui on est, n'est-ce pas? La vie est une question de risque,
de choix imparfaits et de leçons apprises à la dure. Mais peu importe, cette histoire n'est plus seulement la mienne. Elle est à nous, avec Clara, Sophie, Hélène, Pierre et tous ceux qui ont rejoint cette famille choisie. Elle est compliquée, parfois douloureuse, mais profondément humaine. Et pour ça, je suis reconnaissant. C'est ça la vraie richesse, je crois.